Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet majeur, le vieillissement de la population. Vieillir chez soi, c'est l'aspiration de la majorité des seniors. Mais pour y parvenir, il faut adapter nos logements, repenser l'offre immobilière et imaginer des solutions alternatives comme par exemple le viager. Trois invités sont avec nous aujourd'hui. Michael Cohen, il est cofondateur de Domivie, spécialiste de l'adaptation des logements. Bonjour Michael. Bonjour Marc, bonjour à toutes et tous. On a également le plaisir de recevoir Brigitte Courjon, fondatrice de Célestine Information, experte du viager. Bonjour Brigitte. Bonjour Marc. Et Corinne Bérec, vice-présidente d'Orpi, qui nous apportera son regard sur l'évolution des modes de vie et du marché immobilier. Bonjour à vous également. Bonjour Marc. Merci Corinne. Je vais commencer avec vous, Michael Cohen. Pourquoi est-ce qu'il est vital aujourd'hui d'adapter les logements si l'on veut permettre aux seniors de bien vieillir chez eux ? C'est très simple. Aujourd'hui, les logements sont absolument pas adaptés au vieillissement de la population. Ils n'ont pas été pensés historiquement. Il faut savoir qu'il y a 9 habitations sur 10 qui ne sont pas adaptées. Et donc, ça entraîne des déboires très importants, notamment les chutes. Il faut savoir que les chutes sont cause principale d'accidents pour les personnes de plus de 60 ans. Donc, on est vraiment sur un enjeu majeur et l'aménagement du domicile va permettre aux personnes de vieillir chez elles comme elles le souhaitent et le plus longtemps possible dans des conditions de sécurité et de confort, bien sûr. Alors, Corinne Bérec, vous qui êtes au contact du marché, est-ce que vous voyez une vraie évolution dans les attentes des familles et des seniors eux-mêmes ? Bien sûr, on a une évolution des attentes parce que de nos clients et puis des seniors et de leurs familles, parce que c'est surtout le mode de vie, la manière d'habiter qui a changé. Avant, au siècle dernier, on vivait tous ensemble, on partageait une maison, on avait des maisons jumelles. Oui. Alors, dans les années 60-70, avec les grands logements, la politique, les grands logements, la politique de grands ensembles, effectivement, on basculait vers une société un peu plus individualiste. Et puis là, on a un retour à des nouveaux phénomènes comme la colocation, pour rompre la solitude, et puis aussi l'isolement, et puis aussi pour des questions financières. Ouais. Tiens, justement, puisqu'on parle de finances, Brigitte Courjon, le viager est souvent mal compris. Comment est-ce que vous expliquez ces avantages ? Comment est-ce qu'on peut les expliquer, ces avantages, notamment pour les seniors ? L'avantage est déjà de pouvoir rester vivre chez soi, de ne pas être déraciné, de pas partir tout de suite et très rapidement dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD. Et le fait, effectivement, de pouvoir adapter le logement, de pouvoir rester dans son environnement, ou là où les enfants ont grandi, dans ses meubles, dans ses repères, dans sa rue, est primordial pour la santé mentale. Donc il y a vraiment une dimension humaine qui est... Oui, c'est avant tout la dimension humaine, le fait de respecter leur choix de vie, tout simplement, de rester dans la société. Pas déraciné. Michael, quels sont selon vous les principaux freins qui sont rencontrés par les seniors lorsqu'ils veulent transformer leur logement ? Est-ce que c'est finalement une histoire de coût, de méconnaissance des aides ou peut-être la peur aussi des travaux ? Elles sont multiples. Il y a évidemment, premièrement, un frein psychologique. Évidemment, faire des travaux chez soi, changer son habitat. Donc, il y a toute une mécanique de gestion du changement, finalement, qui est à appréhender pour accompagner au mieux les seniors à passer le pas pour adapter leur domicile. Et comme vous le dites, Marc, l'aspect financier, évidemment, est important. Les gens ne savent pas forcément qu'il existe des subventions. Donc, tout de suite, peuvent imaginer que les investissements sont importants. Alors qu'il existe des aides, donc c'est vraiment ça aussi le message à faire passer, c'est qu'il existe des subventions et que les gens ne doivent pas rester seuls et ils peuvent profiter de ces éléments-là. Et puis finalement, voir l'adaptation de domicile comme un investissement et non pas comme une dépense qui leur permet, vous l'avez dit très bien, très justement Brigitte, de vivre là où on aime, là où on a son environnement et de rester là où on a ses attaches.
Corinne Berret, quelles sont dans les grandes villes les innovations qui facilitent déjà la vie des seniors? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Oui, il y en a. On a de belles évolutions. On voit de plus en plus au niveau de la construction, des constructions d'EHPAD. J'ai toujours du mal avec ce mot EHPAD, je préfère maison de retraite, mais on va dire des constructions pour les seniors. Pour les seniors, oui. Et adossées, on a souvent des crèches, ce qui fait que ça crée une belle synergie. C'est-à-dire qu'en fait, pour rompre la solitude, les personnes âgées peuvent faire les lectures ou jouer avec des enfants de crèche ou avec des petits. Et puis de l'autre côté, effectivement, les petits ont la chance de pouvoir être accompagnés avec des personnes qui ont du temps à leur consacrer. Donc oui, il y a des belles innovations. Brigitte Courgeon, quel profil de senior choisissent aujourd'hui l'OVAG? Est-ce qu'on a un profil type? Alors, je dirais qu'il n'y a pas réellement de profil, c'est surtout la motivation de la vente qui est importante. Les profils, ça peut être effectivement une personne seule qui a besoin de compléments de revenus, tout simplement, pour ne serait-ce que remplir le frigo. Oui. On a aussi des gens qui veulent profiter de la vie jusqu'au bout parce que leur santé leur permette. Donc, le fait, effectivement, de vendre en viager leur permet de récupérer un bouquet et des rentes et de pouvoir, effectivement, profiter un camping-car, des voyages, se faire plaisir, adapter le logement, comme le dit très bien Michael, et puis de profiter de la vie jusqu'au bout et ne plus être contraint d'attendre, malheureusement, l'inéluctable. Michael Cohen, j'ai cru comprendre que dans votre société, vous avez créé un espèce de cabinet social pour accompagner les seniors, notamment pour débloquer des aides. Comment ça fonctionne concrètement ? Tout à fait. Donc, je vous le disais, l'un des freins est évidemment l'investissement et le montant à mettre en œuvre. Maintenant, il y a des subventions. Donc, ça fonctionne très bien. Maintenant, ça peut paraître très compliqué, très complexe quand on est dans une situation de fragilité. Donc, on a pris le parti chez Dom et Vie de tout de suite monter notre cabinet social qui va justement accompagner de A à Z dans le financement l'ensemble de nos clients. Donc, en fonction de différents critères d'éligibilité, on pourra en parler. Derrière, on va vraiment prendre par la main. C'est plus difficile, d'ailleurs, en fait, quand c'est vrai que les gens pensent à toutes les difficultés qu'on connaît sur MaPrimeRénov'. Justement, cette aide MaPrimeAdapt', c'est quelque chose de... Alors, ça a été bien pensé, faut quand même le dire. C'est quelque chose qui a un parcours beaucoup plus simple, avec des critères d'éligibilité bien moindres. Et l'État a mis en fait un système de contrôle pour évidemment s'assurer que l'argent est bien routé et l'argent est bien utile pour les personnes en demande. Corinne Berret, quel rôle jouent les agences immobilières comme Orpi dans l'accompagnement de ce vieillissement à domicile ? Alors, chez Orpi, on a le souci d'accompagner nos clients dès le début, tout au long de leur parcours immobilier, c'est-à-dire du logement étudiant jusqu'au senior. Donc, en fait, ça passe avant tout, cet accompagnement, par la formation des collaborateurs. C'est-à-dire que si on veut accompagner toute une génération ou des générations, il faut que les collaborateurs, parce qu'ils prennent des décisions qui peuvent être impactantes sur leur vie, sur leur avenir, donc ils soient bien formés pour pouvoir délivrer le bon conseil. Brigitte Courgeon, quel type d'investisseurs s'intéresse aujourd'hui au viager? Est-ce qu'on a des nouveaux profils qui viennent d'arriver? Alors, on a toujours les expatriés qui ne sont pas pressés d'habiter dans le bien, donc c'est l'investisseur, c'est l'investisseur idéal. Mais on a des investisseurs qui sont un peu plus jeunes maintenant, je dirais pour préparer leur retraite. Et là aussi, ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas profiter du bien, qu'ils n'allaient pas pouvoir y habiter, sachant que lorsqu'il y a effectivement libération de droit d'usage, ils peuvent louer le bien, donc ils peuvent canaliser effectivement les flux financiers. Mais on a effectivement une population d'investisseurs, je dirais, qui s'est rajeunie pour préparer leur retraite. Préparer leur retraite. Voilà. Ouais. Michael Cohen, on va revenir un petit peu sur le dispositif MaPrimeAdapt'. Comment ça marche? Est-ce que c'est vous l'avez dit déjà, c'est pas très complexe, mais quand même concrètement, comment on peut en bénéficier? Alors, la PrimeAdapt', c'est un regroupement de plusieurs aides existantes et tout a été concentré sur une seule et même aide qui s'appelle donc MaPrimeAdapt'. Ça a été lancé il y a 1 an et demi maintenant. Elle va être basée sur 2-3 critères d'éligibilité, le statut d'occupation, donc pour les propriétaires, les locataires du parc privé, l'âge, évidemment, des personnes et les degrés de dépendance et les situations de revenus. Et cette aide va pouvoir permettre de financer jusqu'à 70% du montant des travaux. C'est une aide donc, qui demande un certain processus de pièces administratives, de contrôle, comme je vous le disais, et d'acter en commission le financement. Donc, il y a tout un parcours où là, on va vraiment accompagner nos clients
pour mener à bien l'ensemble de ce projet, pour in fine aboutir sur une adaptation de domicile la plus sécurisée possible. Corinne Bérec, est-ce que chez Orpi, vous mettez en place des actions en direction des promoteurs ou des collectivités locales pour les conseiller, en tout cas pour mieux intégrer les besoins des seniors dans leurs projets? Je serais bien prétentieuse de donner des conseils aux promoteurs et puis... mais en tant qu'acteur de la chaîne. De toute façon, il n'y a qu'une seule solution, en fait, c'est la construction. La construction de logements pour pouvoir... Plus précisément, est-ce que vous, les agences immobilières, quelle que soit l'enseigne, vous êtes intégrés à la réflexion? Non. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça, il n'y a pas de concert. On ne travaille pas de concert. En fait, on devrait travailler déjà avec le début de la chaîne, avec le ministère du Logement, et puis voilà, mais il n'y a pas de concertation. Mais il n'y a pas de concertation. Brigitte Courgeon, le viager pourrait-il se développer davantage si l'État introduisait des incitations fiscales plus intéressantes, plus fortes? Oui, c'est évident, puisque chaque fois, les investisseurs demandent si effectivement ils ont une réduction d'impôt. Une réduction d'impôt, voilà, type ce qu'on a pu connaître sur la loi Pinel et tous les dispositifs fiscaux. C'est vrai qu'il beaucoup, on en parlera d'ailleurs cette semaine. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'investisseur, proprement dit, il cherche toujours à avoir des avantages via effectivement des incitations fiscales. Maintenant, là, c'est pas du tout le cas. Déjà, ils vont acheter un bien, s'ils achètent en viager occupé, ils vont acheter un bien à la décote. Parce que, effectivement, la décote, ça correspond à l'occupation du bien que va conserver la personne âgée. Et c'est à peu près 30% quand même. Donc, ils ont déjà quand même des avantages dès l'entrée. Ça reste une vente immobilière. Il ne faut pas l'oublier. Effectivement, la particularité, c'est qu'en face, on a des gens qui veulent rester vivre chez eux le plus longtemps possible et qu'il faut quand même continuer à s'occuper. Mais ceci dit, ça reste quand même une vente immobilière. Et grâce à l'occupation du bien, il y a une décote. Michael Cohen, j'aimerais savoir s'il y a des innovations technologiques ou ergonomiques qui peuvent concrètement changer la vie des seniors à domicile. Oui, il y a de nombreuses solutions qui évoluent forcément et qui s'adaptent aux personnes avec des technologies. C'est quoi la révolution? Alors, vous avez évidemment les éléments très pratico-pratiques, réaménager la salle de bain, mettre une douche sécurisée, éviter les obstacles avec des montes-escaliers lorsqu'on a une maison à étage, mettre des mains courantes. Là, les grandes évolutions sont vraiment faites sur la domotique, donc tout ce qui va être automatisation de l'éclairage pour permettre à une personne, notamment la nuit, lorsqu'elle se lève, d'avoir tout de suite un chemin lumineux qui va s'éclairer, faciliter l'ouvrage des volets, des portes, etc. Et là, on a des systèmes maintenant qui arrivent avec des capteurs pour détecter, éviter finalement les chutes, anticiper différentes problématiques qui peuvent arriver dans le logement, qui vont donc stimuler des alertes et donc prévenir plutôt que guérir. Corinne Bérec, qu'est-ce qui évolue le plus vite aujourd'hui? Les attentes des seniors ou la capacité du marché à y répondre? Les deux sont liés. Je connais liés. un peu la réponse. Oui, les deux sont liés, mais de toute façon, on a des attentes des seniors, mais on n'a pas assez de logements. Et c'est pas, le problème vient de là. La population française croît, doucement, mais elle croît. Et on a aussi un déficit qui est important, puisqu'on a un déficit de logements d'un peu plus d'1 million en France. Donc forcément, si on avait plus d'offres, on pourrait satisfaire toutes les tranches de la population, et en particulier les seniors. Alors, Brigitte Courgeon, si vous deviez retenir un message clé pour nos auditeurs, pourquoi le viager mérite-t-il d'être repensé dans ce contexte actuel? Contexte très incertain d'ailleurs. Repenser déjà par rapport à sa réputation. Le viager, le pari sur la mort. Ça fait des années ce travail pédagogique, vous le faites. Je le fais. Mais ceci dit, il y a encore des ancrages qui est persistant. Le viager aujourd'hui permet effectivement d'éviter le déracinement, de rester vivre chez soi sereinement, grâce à l'adaptation du logement, grâce à toutes les nouveautés technologiques. Et le viager, ça permet effectivement de monétiser son logement et de mieux vivre sa fin de vie, je dirais, avec plus d'argent, si je peux me permettre. Merci à tous les trois. Merci Michael Cohen de Domévie, Brigitte Courgeon qu'on vient d'entendre.
de Célestine Information, et Corinne Bérec, vice-présidente d'Orpi, pour ces échanges très intéressants, complémentaires mais passionnants. On le voit, le vieillissement de la population est un défi global qui touche à la fois nos logements, nos villes et nos modèles économiques. On va passer tout de suite à notre nouvelle chronique, le choix du club, où ce sont les membres du Club IMO qui choisissent le sujet du jour. Et aujourd'hui, on reste à Paris, on part en direction du 37 avenue Georges V, en plein cœur du Triangle d'Or. Paris Habitat s'apprête à transformer un immeuble haussmannien en une trentaine de logements sociaux, un chantier estimé à près de 50 millions d'euros qui interroge. Alors, pour en parler, nous accueillons Olivier Dusselier, il est président de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers et influenceurs. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Alors, 50 millions d'euros pour une trentaine de logements. Est-ce vraiment du logement social ou plutôt une opération de prestige ? Alors, c'est du logement social pour la mairie de Paris, puisqu'elle préconise que dans le 8e, il n'y a que 3,9% de logements sociaux, et que, en plus, elle fait une excellente affaire, puisqu'après 10 ans de procédure, elle l'a préempté à 17 millions d'euros de moins de sa valeur. Donc, oui, en 2008, elle pense que c'est un bon investissement. Ouais, qu'elle a revendu ensuite 40 millions, d'après nos infos, en 2016, donc avec une plus-value au milieu de 23 millions. Pas mal. C'est pas mal pour un bailleur. Oui, pour revendre à un bailleur social. Oui, qui est d'ailleurs reprendre de la poche gauche qu'on a repris dans la poche droite, puisque Paris Habitat est une société dont la mairie de Paris est actionnaire. Exactement. Avec cette somme, ces fameux 50 millions, on aurait pu loger des centaines d'étudiants, ou de seniors d'ailleurs. Est-ce que ce projet ne privilégie pas finalement l'adresse à l'efficacité sociale ? Effectivement, à l'heure où tellement d'étudiants sont à la recherche d'un toit pour cette rentrée, on estime que pour 48 millions d'euros, on peut, alors peut-être pas dans Paris intramuros, mais en proche banlieue, créer 600 logements étudiants pour ce même tarif, donc c'est énorme. Là, on va créer que 23 logements sociaux, donc c'est déjà un plus. Mais est-ce que le jeu en valait la chandelle ? C'est ça la question quand même. Parce qu'on est quand même 23 logements sociaux à pratiquement 2 millions d'euros l'appartement. 1,6 million d'après les calculs qu'on a fait, effectivement. Alors, on parle de conserver les cheminées en marbre, de restaurer la façade, de végétaliser. Est-ce encore du social ou un projet vitrine chic pour montrer que le social peut aussi être avenue Georges V? On est en plein Triangle d'Or, on va pas faire un HLM bas coût, donc effectivement on est obligé de garder le standing du quartier, et je pense que les futurs locataires vont être triés sur le volet, évidemment. Est-ce qu'il y aura des passe-droits? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Vu la publicité qu'il y a sur cette avenue Georges V, sur cet immeuble, je suis pas pressé, et je pense vous non plus, de demander à bénéficier d'un logement social à cette adresse, non, Olivier? Alors, c'est un bon plan pour ceux qui seront les heureux élus de cette adresse, avenue Georges V, en plein triangle d'or inaccessible. Effectivement, je pense que c'est un peu intéressant, d'ailleurs, d'avoir un peu. On n'a pas trop le profil des types d'appartements. Alors, la mairie de Paris dit que ça serait privilégié et T3. Oui, ils veulent privilégier les employés de l'hôtellerie de ce quartier du Triangle d'Or. Bonne idée. Bonne idée, oui. À voir. Alors, les contribuables financent en partie cette rénovation lourde. N'est-ce pas une façon de faire payer très cher aux habitants juste un geste politique finalement? C'est un geste politique avant tout. Je pense qu'on est plus dans le dogme que dans la réalité. Je pense qu'on veut marquer dans le 8e un peu une empreinte en cette période post-électorale. Bon, ça fait 10 ans que ça dure quand même, la procédure, mais que là, il y a une vraie volonté de dire on fait aussi du social dans le 8e. Mais est-ce que le jeu en valait la chandelle? J'en pense pas. Je pense qu'il y avait tellement à agir. Ce budget
permet de créer tellement de logements sociaux que ça reste ça, quand même... que vous dites, c'est que dans ce contexte de crise, notamment du logement étudiant et familial, il aurait peut-être été utile d'investir dans des projets plus massifs et plus accessibles, finalement. Exactement, vu la quantité de logements qu'on peut sortir à ces tarifs-là, je veux dire, c'était... Je sais pas, pour moi, alors c'est sûr qu'ils disent que c'est un super investissement. Pour moi, je trouve que c'est une mauvaise utilisation de l'argent public, encore une fois. Ce projet, est-ce qu'il risque pas d'être davantage perçu comme une opération de communication plutôt qu'une véritable réponse à la crise du logement? Je pense que c'est allez, je veux dire, on est dans un quartier, le Triangle d'Or. On veut mettre, je veux dire, c'est une façon de mettre un carré Hermès sur la crise du logement. Finalement, est-ce que ce projet illustre finalement la mixité sociale ou au contraire une certaine forme d'illusion de mixité? C'est une illusion. Je pense que c'est une pure illusion. Et vu le plan de communication qui se développe autour et les nombreux articles, je pense que là, pour le coup, c'est un échec. Une opération électorale en vue des municipales de 26 peut-être, de mars 26? Si on voulait faire un loupé, on pouvait pas faire mieux en termes de communication. Et je pense que je vois pas des gens du 8e voter plus pour la mairie de Paris dans ce contexte. Au contraire, je pense que c'est plus synonyme de rejet que de dire franchement que d'adhésion à ce type de préconisation de cette mairie, un petit peu quelquefois hors sol. Merci Olivier Dussolier et je vous dis à très bientôt ici en studio. Et merci encore à nos invités du jour, Michael Cohen, Brigitte Courgeon et Corinne Bérec. Voilà, c'est la fin de Club Imo pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'émission en replay sur la page Radio J Mag de YouTube. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain à 16h05 pour un nouveau débat. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de PAP.fr, l'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace.